Alors la capsule a pour but de corriger en détail les exercices sur la gravitation que vous aviez à chercher. Le premier exercice consiste à s'intéresser à un astéroïde qui se trouve entre la Terre et la Lune. On vous donne des informations dans l'énoncé sur la masse, mais également les distances. Je vous invite à faire un petit schéma pour indiquer ces distances et pour visualiser ce qu'elles représentent. Donc on vous dit que l'astéroïde est situé à une distance de 38,44 × 10 puissance 3 km de la Lune, qui correspond à une distance entre le centre de l'astéroïde et le centre de la Lune. Alors, un petit réflexe à avoir tout de suite, c'est à convertir les distances qui sont exprimées ici en kilomètres en mètres, puisque dans la loi de la force gravitationnelle, les distances doivent être exprimées en mètres. Alors vous savez que 1 km, c'est 1000 mètres. Autrement dit, il suffit de multiplier ces distances par 10 puissance 3. Du coup, vous obtenez que la distance entre le centre de l'astéroïde et le centre de la Lune est de 38,44 × 10 puissance 6 mètres. Ensuite, on vous indique également dans les données que la distance entre les centres de la Terre et de la Lune est de 38,44 × 10 puissance 4 km, ce qui correspond en mètres à une distance de 38,44 × 10 puissance 7 mètres, puisqu'il suffit de multiplier par 10 puissance 3 pour passer des kilomètres en mètres. On vous demande dans un premier temps de calculer la force gravitationnelle, plus exactement l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Lune sur l'astéroïde. On applique la relation de Newton qui vous dit que l'intensité de cette force est donnée par la relation suivante. C'est la constante de gravitation universelle fois la masse de la Lune fois la masse de l'astéroïde divisée par la distance au carré qui sépare le centre de l'astéroïde du centre de la Lune. Si on remplace par les valeurs numériques en mettant les masses bien en kilogrammes, les distances en mètres, on obtient une intensité de 0,33 newton. On vous demande ensuite de calculer l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur les astéroïdes. Alors, ici, il faut, pour calculer cette intensité, connaître la distance entre les centres de la Terre et de l'astéroïde. Ce que vous ne connaissez pas a priori. Par contre, comme vous avez la distance Terre-Lune et la distance astéroïde-Lune, et que l'astéroïde est aligné avec la Terre et la Lune, on peut en déduire que la distance Terre-astéroïde, c'est la distance Terre-Lune moins la distance entre l'astéroïde et la Lune. Vous obtenez ainsi une distance de 3,46 soit 10 puissance 8 mètres. Pour calculer l'intensité de la force, vous n'avez plus qu'à appliquer la relation donnée par la loi de Newton qui vous dit que cette force, c'est G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse de l'astéroïde divisée par la distance au carré qui sépare le centre de la Terre du centre de l'astéroïde, en mettant toujours cette distance en mètres. Vous obtenez alors une intensité de 0,33 newton. On vous demande ensuite de donner les caractéristiques de ces deux forces. Alors, donner les caractéristiques d'une force, ça consiste, comme en mathématiques, à donner les caractéristiques d'un vecteur, à savoir préciser l'origine, la direction, le sens et la norme, c'est-à-dire l'intensité. Alors, pour ce qui concerne la force exercée par la Lune sur l'astéroïde, comme l'objet qui subit l'action est l'astéroïde, le point d'application de cette force sera le centre de l'astéroïde. Concernant la direction, comme c'est une force gravitationnelle, le vecteur est porté par la droite passant par le centre de la Lune et le centre de l'astéroïde. Comme c'est la Lune qui exerce l'action, l'astéroïde est attiré par la Lune, donc le vecteur force va être dirigé vers la Lune. Et au niveau de l'intensité, c'est celle que vous avez calculée, à savoir 0,33 newton. Alors, on vous demande de tracer cette force en respectant une échelle qui est proportionnelle à l'intensité de la force. On vous dit en l'occurrence qu'un vecteur de 1 cm représente une force d'intensité 0,10 newton. Comme ici, l'intensité de la force est de 0,33 newton, on peut en conclure que le vecteur force qui représentera la force gravitationnelle exercée par la Lune sur l'astéroïde aura une longueur de 3,3 cm. Maintenant, concernant la force exercée par la Terre sur l'astéroïde. Comme c'est toujours l'astéroïde qui subit l'action, l'origine du vecteur sera toujours le centre de l'astéroïde. Comme c'est une force gravitationnelle, la droite qui porte le vecteur
c'est la droite qui passe par les centres de l'astéroïde et le centre de la Terre. Comme c'est la Terre qui exerce l'action, l'astéroïde est attiré vers la Terre, donc le vecteur sera dirigé vers la Terre. Et l'intensité, c'est celle que vous avez calculée précédemment, qui est 0,33 newtons. Alors comme c'est la même intensité, le vecteur aura la même longueur. Donc là, on s'aperçoit que l'astéroïde est soumis à deux forces qui ont la même direction, la même intensité, mais son sens opposé. Donc si on fait la somme vectorielle de ces deux vecteurs, on obtient le vecteur nul. Donc tout se passe finalement comme si l'astéroïde n'était soumis à aucune force. Autrement dit, c'est comme s'il était en équilibre. Alors comme en réalité, il a une certaine vitesse, l'astéroïde aura alors un mouvement qui sera rectiligne et uniforme. Alors ensuite, l'exercice numéro 3, vous avez 4 schémas qui représentent deux corps, A et B, qui sont soumis donc l'un à la force exercée par B sur lui-même, sur A, et la deuxième force qui est la force exercée par A sur le corps B. Alors d'après la loi d'interaction gravitationnelle ou la loi des interactions de façon générale, la force exercée par A sur B est égale à moins la force exercée par B sur A. C'est-à-dire que les deux forces ont la même direction, la même intensité mais son sens opposé. Donc on peut éliminer de ce fait les schémas C et D pour lesquels les deux forces n'ont pas la même intensité. Donc ça ne correspond pas à la loi, ça ne respecte pas la loi de gravitation universelle. Alors d'autre part, ici, l'interaction que l'on considère, c'est l'interaction gravitationnelle entre deux corps du fait de leur masse. Cette interaction, c'est une interaction qui est attractive, c'est-à-dire que les deux corps s'attirent l'un l'autre du fait de leur masse. Du coup, on peut éliminer le schéma B où l'on voit que les deux forces correspondent à des forces pour lesquelles A et B auraient une interaction répulsive, c'est-à-dire qu'ils se repousseraient l'un l'autre. Ce qui n'est pas le cas pour l'interaction gravitationnelle. Donc le seul schéma qui correspond et qui peut représenter et modéliser l'interaction gravitationnelle entre deux corps, c'est le schéma A. Alors l'exercice 4, vous n'aviez pas à le chercher, mais je vais quand même vous le corriger en détail dans la capsule. Donc là, on considère un des satellites du système GPS qui est utilisé pour nous repérer sur Terre. Sont des satellites qui décrivent une orbite circulaire à vitesse constante autour de la Terre, et notamment pour déterminer la position d'une voiture, par exemple, sur la Terre, ces satellites envoient des signaux électromagnétiques à la vitesse qui se propage à la vitesse de la lumière en direction du capteur, du récepteur présent sur la voiture. Et de cette façon, en mesurant la durée que met le signal pour aller du satellite qui émet le signal jusqu'à la voiture, jusqu'au récepteur de la voiture, le satellite est capable de déterminer la distance qui sépare le satellite du récepteur de la voiture. Pour déterminer cette distance, il suffit simplement d'appliquer la relation de la vitesse qui est égale à la distance sur temps, et du coup la distance est égale à la vitesse fois le temps. Donc ici, on vous dit que le signal met 0,067 secondes pour arriver jusqu'à nous. Donc le satellite se trouve à une distance qui est égale à 3 fois 10 puissance 8 fois 0,067, c'est-à-dire à une altitude de 2,01 fois 10 puissance 7 mètres. Alors, ce satellite subit l'action exercée par la Terre, l'action gravitationnelle. L'intensité de cette force gravitationnelle est donnée par la loi établie par Newton. C'est G, donc la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite, divisée par la distance au carré, qui sépare le centre de la Terre du centre du satellite. Or ici, dans la question Q1, nous ne connaissons a priori que l'altitude du satellite, c'est-à-dire la distance entre le centre du satellite et la surface de la Terre. Or, dans la loi de la gravitation universelle, ce qui intervient, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre du satellite. Donc cette distance, en fait, est obtenue en connaissant l'altitude, mais en rajoutant le rayon de la Terre. Ce qui fait que l'intensité de la force, c'est G fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite, divisé par rayon de la Terre plus l'altitude, le tout au carré. Donc il faut faire attention de bien mettre toutes les masses en kilogrammes, toutes les distances en mètres. Donc là, à nouveau, ces distances sont en kilomètres, donc il va falloir multiplier RT et H par 1000 pour les mettre en mètres.
et on obtient une force d'intensité 654 newtons. On vous demande ensuite de donner les caractéristiques du vecteur force. Donc, les caractéristiques, je le répète, ça consiste à donner l'origine du vecteur, la direction et le sens, ainsi que son intensité. Donc là, comme c'est la force exercée sur le satellite qui subit l'action, le vecteur va partir du centre du satellite. Comme c'est la Terre qui exerce l'action, le vecteur sera dirigé vers la Terre, et la direction, c'est la droite qui passe par les centres de la Terre et du satellite. L'intensité, on vient de la calculer, fait 654 newtons. Donc là, on vous impose une échelle. On vous dit qu'un vecteur d'un centimètre correspond à un vecteur force d'intensité 300 newtons. Donc en faisant un produit en croix, on peut établir que la longueur du vecteur qui représentera la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite, c'est 654 divisé par 300, autrement dit 2,27 cm. Alors c'est 2,27, c'est pas 3,27, faites attention. Voilà. Alors maintenant, on vous demande de représenter en vert la force exercée par ce même satellite sur la Terre. Donc là, finalement, cette force, c'est la force qui traduit l'interaction entre la Terre et le satellite. Comme c'est la force qui s'exerce sur la Terre, le vecteur aura pour origine le centre de la Terre. Comme c'est le satellite qui exerce l'action, le vecteur va être dirigé vers le satellite. Et la droite qui va porter le vecteur force, c'est la droite qui passe à nouveau par le centre de la Terre et le centre du satellite. Comme il s'agit de modéliser l'interaction entre le satellite et la Terre, la force exercée par le satellite sur la Terre, c'est une force qui a la même direction, la même norme, mais qui est de sens opposé par rapport à celle qui est représentée en rouge. Donc il faut bien représenter les deux vecteurs avec la même longueur. Alors maintenant l'exercice numéro 5. Donc là vous avez une sonde et une planète. Les points rouges représentent la chronophotographie du mouvement de la sonde, qui indique ainsi les positions occupées par la sonde à intervalles de temps réguliers. Et les points jaunes représentent la chronophotographie du mouvement de la planète, qui représente donc les positions occupées par la planète à intervalles de temps réguliers. Alors ces deux chronophotographies sont réalisées dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire dans le référentiel lié au Soleil, privé de sa rotation. On vous demande de représenter les forces gravitationnelles exercées sur la sonde quand celle-ci est en position S1, S6 et S12. Alors la force gravitationnelle qui s'exerce sur la sonde, comme c'est la sonde qui subit l'action, ce vecteur force aura pour origine le centre de la sonde. La droite qui portera le vecteur, ce sera la droite qui passe par le centre de la sonde et le centre de la planète, en considérant bien sûr le même instant. Comme c'est la planète qui attire la sonde, le vecteur force sera dirigé vers la planète. En termes d'intensité, d'après la loi sur la gravitation universelle, l'intensité de la force, c'est G fois la masse de la planète fois la masse de la sonde sur la distance au carré. On voit que l'intensité de cette force est inversement proportionnelle au carré de la distance. Ça signifie que plus la sonde est proche de la planète, plus l'intensité de la force est importante. Et donc plus on va le représenter par un vecteur qui aura une grande longueur. Donc là, si on considère la force exercée sur la sonde quand elle est en S1, donc on part de S1, le vecteur est porté par la droite qui passe par S1 et P1, il est dirigé vers P1. Et là, j'ai représenté un vecteur force avec une longueur arbitraire. Maintenant, si je considère lorsque la sonde est en position 6, donc ici, on voit que lorsqu'elle est en position 6, la sonde est très très proche de la planète. Donc l'intensité de la force gravitationnelle sera beaucoup plus importante que lorsque la sonde est en S1. Donc le vecteur force qui sera représenté en S6 va être beaucoup plus long que celui que je viens de tracer précédemment. L'origine de ce vecteur, ça sera donc le centre de la sonde lorsqu'elle occupe la position S6. Le vecteur est porté par la droite qui passe par S6 et P6. Et donc là, le vecteur est toujours dirigé vers la planète. Et là, cette fois-ci, il est plus long parce que la sonde est plus proche. Si on considère maintenant le cas où la sonde occupe la position S12, le point d'application, c'est le centre
de la sonde lorsqu'elle occupe la position S12. Le vecteur est porté par la droite qui passe par P12 et S12. Et là, comme S12 s'est éloigné de la planète par rapport au cas où elle était en S6, le vecteur va avoir diminué de longueur par rapport au vecteur F6. Voilà. Alors ensuite, on vous demande de décrire l'évolution du mouvement de la sonde. Donc là, on s'aperçoit qu'entre les points S1 et les positions donc 6, 7, 8, 9 et S9, on s'aperçoit que les positions occupées par la sonde à intervalles de temps réguliers sont de plus en plus espacées. Ça veut dire que pendant une durée fixe, la sonde parcourt de plus en plus de distance, autrement dit que sa vitesse augmente. Donc on a un mouvement ici qui est accéléré entre S1 et S9. La sonde ne parcourt pas du tout une droite, c'est une courbe, donc on va dire que le mouvement est aussi curviligne. Ensuite, si on considère à partir de la position S9, entre S9 et S12, on voit que les positions occupées par la sonde sont régulièrement espacées. Cela signifie donc que la sonde parcourt pendant une durée donnée toujours la même distance. Autrement dit, la sonde a un mouvement uniforme, sa vitesse est constante. Et on s'aperçoit que ces points sont quasiment alignés, autrement dit, la sonde décrit une droite, son mouvement est donc rectiligne et uniforme. Donc on s'aperçoit ici à travers la chronophotographie que parce que la sonde s'approche d'une planète, la sonde est accélérée. En fait, la planète permet à la sonde d'acquérir de la vitesse sans devoir faire appel à des moteurs. Donc du coup, on peut profiter de la présence d'une planète pour accélérer un satellite et donc faire des économies de carburant. Le seul inconvénient, c'est que du fait de cette interaction gravitationnelle et du fait du déplacement de la planète, la sonde est déviée de sa trajectoire. Donc pour utiliser la planète pour accélérer, pour augmenter la vitesse d'une sonde, il va falloir aussi tenir compte de la modification de sa trajectoire pour amener la sonde là où on souhaite réellement l'amener. Le dernier exercice, qui reprend un petit peu un exercice proche de celui qu'on a corrigé en cours, on vous demande de représenter la force gravitationnelle exercée par Neptune sur Triton. Donc là, on vous dit que c'est la force exercée sur Triton. Donc, le vecteur force aura pour origine le centre de Triton. La droite qui va porter le vecteur, ça va être la droite qui passe par les centres de Neptune et de Triton. Et comme c'est Neptune qui exerce l'action, le vecteur va être dirigé vers Neptune. Alors, pour calculer l'intensité de cette force, on applique comme toute d'habitude l'expression de la force de gravitation universelle donnée par Newton, c'est G, fois la masse de Triton, fois la masse de Neptune, sur la distance au carré qui sépare les centres de Neptune et de Triton. En remplaçant par les valeurs numériques, en veillant à bien mettre la distance en mètres, donc là il suffit de rajouter 3 zéros puisque la distance est donnée en kilomètres, donc pour le mettre en mètres c'est fois 1000, on obtient une intensité de 2,74 fois 10 puissance 21 newtons. On vous demande ensuite de représenter en bleu la force exercée par Triton sur Neptune. Donc là cette fois-ci, on considère l'action exercée sur Neptune. Donc le vecteur force va partir du centre de Neptune et va être dirigé vers Triton. Par contre, le vecteur va être à nouveau porté par la droite qui passe par le centre de Neptune et le centre de Triton. Comme il s'agit de la force exercée par Triton sur Neptune, et qu'on a modifié en fait, on a interverti l'objet qui exerçait l'action et l'objet qui subissait l'action, les deux vecteurs force le vecteur force qu'on va représenter va avoir la même intensité que la force représentée en 1, d'après le principe des interactions réciproques. Donc il va bien falloir veiller à représenter un vecteur de même longueur que le vecteur qu'on a tracé pour la question Q1. Alors, Neptune est une planète comme la Terre, on peut donc définir une intensité de pesanteur et définir un poids. P égale m fois g, où g est l'intensité de la pesanteur sur Neptune. On peut indiquer que ce poids en fait sur Neptune est assimilable à la force gravitationnelle exercée par Neptune sur un objet de masse m qui est situé à la surface de Neptune, en négligeant toujours la force de Coriolis qui est liée à la rotation de Neptune sur elle-même. Donc cette force, c'est G fois la masse du corps
fois la masse de Neptune sur la distance qui sépare le centre de l'objet et le centre de Neptune. Comme là, l'objet est à la surface de Neptune et qu'on peut considérer que l'objet est ponctuel parce qu'il est très petit par rapport à Neptune, bah, la distance qui sépare l'objet du centre de Neptune, ça correspond au rayon de Neptune. Donc c'est pour ça ici, dans la formule de la force, je mets Rn qui correspond au rayon de Neptune. Donc la force de gravitation universelle exercée par Neptune sur l'objet, bah, c'est G fois la masse de l'objet fois la masse de Neptune sur le rayon de Neptune au carré. On peut considérer que ces deux forces sont égales, donc on va pouvoir égaliser les deux expressions. Je m'aperçois que la masse de l'objet est présente des deux côtés de l'égalité. Donc on peut en déduire que ce qui n'est pas entouré en vert, bah, ça va correspondre à l'intensité de la pesanteur sur Neptune. Et on trouve l'expression que l'intensité de la pesanteur sur Neptune, c'est G fois la masse de Neptune sur le rayon de Neptune au carré. Si on fait le calcul, on obtient 11,3 mètres par seconde carré. On s'aperçoit que c'est une intensité qui est plus grande que sur la Terre. Autrement dit, si on se déplaçait sur Neptune, ce qui n'est pas possible puisque c'est une planète gazeuse, on aurait l'impression d'être plus lourd et on aurait du mal à sauter. Alors ensuite, on considère un autre satellite de Neptune, Néréide, et on vous demande de calculer l'intensité de la force exercée par Néréide sur Triton. Oui. Donc cette force a pour expression G fois la masse de Triton fois la masse de Néréide sur la distance entre le centre de Triton et le centre de Néréide au carré. Donc là pareil, les distances vous sont données en kilomètres, donc il faut le mettre en mètres, donc il faut rajouter 3 zéros. Et on obtient ainsi une intensité de 6,8 fois 10 puissance 11 newtons. On vous demande ensuite de donner les caractéristiques de la force exercée par Triton sur Néréide. Donc comme c'est l'action sur Néréide, la force part du centre de Néréide. Comme c'est la force exercée par Triton sur Néréide, ce vecteur est porté par la droite qui passe par le centre de Triton et Néréide. Comme c'est Triton qui exerce l'action, le vecteur est dirigé vers Triton et l'intensité, c'est celle qu'on a calculée. On vous demande ensuite de faire la même chose avec la force exercée par Néréide sur Triton. Donc là, à nouveau, j'ai interverti le rôle joué par Néréide et Triton. Donc d'après le principe des actions réciproques, la force exercée par Néréide sur Triton, c'est une force de même intensité que la force exercée par Triton sur Néréide, de même direction, mais de sens opposé. Et d'autre part, le point d'application, cette fois-ci, ça sera le centre de Triton. Donc il va falloir représenter un vecteur force de même intensité que le vecteur vert que vous venez de tracer. On vous demande ensuite de représenter la force gravitationnelle qui est exercée par Néréide sur Neptune. Donc c'est une force qui part du centre de Neptune, puisque c'est Neptune qui subit l'action. Elle est dirigée vers Néréide, puisque c'est Néréide qui exerce l'action. Et ce vecteur est porté par la droite qui passe par le centre de Néréide et de Neptune. Alors là, ici, le vecteur a une longueur totalement arbitraire, puisque je n'ai pas demandé de calculer la valeur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Pronote.